Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, je suis Eric Side, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on résume et on analyse les émissions de la WWE. On parle catch pendant un bon moment. On va parler aujourd'hui de SmackDown, le SmackDown du 9 septembre, qui se déroulait quelque part. C'était au Climate Pledge Arena à Seattle, dans le comté de Washington. Les cendres du combat de Clash at the Castle face au dragon se sont dispersées et on se retrouve aujourd'hui pour le premier SmackDown post Clash at the Castle avec toujours Roman Reigns, champion, invaincu, indisputé. Pour m'accompagner dans cette analyse de longue haleine, j'ai une team au complet. On est 4 pour vous parler de ce SmackDown. L'inusable Papy, comment ça va Papy ? Bon, ça va, je ne suis pas usé. Eh oui, c'est ça qui est beau. Mais tu fais toujours sauter l'enregistrement quand tu débarques. Mince. C'est pas grave, hein. On arrangera ça au montage. Avec nous, Letty est là également. Comment ça va, Letty ? Salut Ringside, salut à tous. Ben ça va très bien, et toi ? Moi ça va, à la pêche, j'étais en train de boire mon café. Et le dernier, mais non le moindre, Géliel. Bonjour Géliel, comment vas-tu ? Salut Ringside, salut tout le monde, je vais très bien, je suis très content de revenir un peu dans les reviews, d'avoir un petit peu de temps à nouveau pour réenfiler mon slip, mettre mon huile, me raser le corps, enfin les poils surtout, donc je suis très content de revenir. Et ça va pas rigoler. Ça va pas rigoler sec, hein, voilà, se raser le corps et tout ça. Ça a bien dû te prendre une demi-journée hein, pour tout ça. Donc voilà les sacrifices. Surface, ouais. Il y a de la surface. Voilà les sacrifices qu'on fait à Catch Up pour vous proposer les meilleurs podcasts possibles. Donc comme je vous disais, on est post Clash at the Castle, hein, le premier pay-per-view, enfin premium live event plutôt comme on dit maintenant, à se dérouler en Europe depuis une trentaine d'années. Moi j'ai trouvé que c'était une belle réussite. Les amis, parce que vous en avez pas parlé, peut-être Papy, tiens, qu'est-ce que t'as pensé de Clash at the Castle, rapidos ? Ouais, globalement une belle réussite aussi, hein. Il y a, ne serait-ce qu'au niveau de l'ambiance, ça a plutôt cartonné. Les matchs en eux-mêmes étaient sympathiques, hein. Il y avait une seule bouse avec le match féminin pour la ceinture suprême. Ouais. Mais sinon le reste était à minimum bon. Avec du très bon, notamment pour les deux titres principaux, on va dire Intercontinental et le titre Universal. De l'intervention, tu vois là, des turns, des machins, il y a eu des surprises du public anglais qui chantait comme pas possible. Enfin, anglais, gallois, britannique, ce que vous voulez. Donc non, c'était une belle expérience qui donnait envie d'être là-bas, même s'ils n'y avons pas été. Ouais, c'est vrai, ce n'est que partie remise, hein. C'est un peu tombé mal au niveau des dates, hein, parce que c'est un peu soit la rentrée pour les uns, soit les vacances pour les autres. Donc pas simple d'avoir pu honorer ce rendez-vous là de la WWE qui était historique et un peu décevant pour ma part, hein, de ne pas pouvoir pu participer à cet event comme il se doit. Letty, est-ce que ça t'a plu toi, Clash at the Castle ? Est-ce que t'es déçu peut-être de la victoire de Roman Reigns, toujours champion depuis plus de 2 ans ? Je dirais pas déçu, après on s'y attendait, mais c'était vraiment, je suis d'accord avec Papy, c'était un super ambiance, enfin c'était vraiment voilà, des surprises, des interventions à droite à gauche, à part pareil, un match un peu pourri, mais les autres étaient quand même plutôt bons, et ça donnait vraiment envie d'être sur place avec l'ambiance et tout, c'était... On est jaloux, hein. S'ils reviennent, ouais. Voilà, c'est ça, s'ils reviennent, faudra essayer d'y aller. On prend rendez-vous, on se pas financé, tant pis. On lancera un téléthon pour envoyer catch-up à Clash at the Castle. Géliel, toi tu m'avais dit Clash at the Castle de la merde, t'as préféré All Out, hein, tu m'as dit. De loin, de très très loin même, effectivement. Non mais par contre, je ne vais pas me joindre aux louanges qui ont été faites. J'ai vu juste alors. Non, mais quand même pas, on va pas exagérer. Non, on reste dans la main league, Ringside, on a dit qu'on restait dans la main league. Non, mais par contre, j'ai eu un peu de mal à rentrer en fait dans ce pay-per-view avec des matchs qui j'ai trouvé lent, un rythme lent sur les 3 premiers matchs.
Et du coup, je suis alors bon, il n'y a pas de, je suis vraiment parti sur le match entre Edge et Mysterio contre contre le Judgment Day, effectivement, parce que c'est là où ça a commencé à accélérer pour moi, et c'est là où effectivement je suis entré, indépendamment de l'histoire, tout ça. C'est vraiment le rythme que j'ai trouvé un peu mou. Alors peut-être parce que aussi il y avait une foule incroyable et que du coup on l'a vu hein, sur les matchs, il y avait pas mal de jeux qui se mettaient en place entre les catcheurs et puis la foule, et ça c'était génial. Mais du coup voilà, j'ai eu du mal à partir. Alors accident industriel également hein, sur le Liv Morgan. Enfin catastrophique avec Shayna Baszler, vraiment catastrophique. Et puis la fin, sinon attendue sur la victoire finale de Roman Reigns, mais un peu fatigant de voir toujours la même chose. En plus, on a une nouvelle intervention. Bon, bref. On verra la suite, Mais en tout cas, le pay-per-view était, enfin le premium live event, pardon, était assez sympa. Pour moi, un peu long à démarrer, un peu trop long à démarrer, mais sinon après, il a pris une bonne vitesse avec des vrais bons matchs, avec du Seth Rollins qui était contre Riddle, qui était vraiment dingue techniquement, avec les contres dans tous les sens. J'ai vraiment adoré. Ouais, c'est souvent sous-coté ce style de match où on va préférer de la grosse bestiasse qui se tape dessus. Mais enfin, moi, c'est vraiment mon truc, ça. Et donc, voilà, un bon pay-per-view quand même si un peu long à partir pour moi. Voilà. Ouais, on a senti peut-être la formule de Triple H à NXT, quelques matchs seulement. Il y avait que 6 matchs, je crois, sur la carte, ce qui est pas beaucoup. Ouais, c'est une carte courte. Hein. Ouais, avec des matchs plus longs. Alors, des matchs plus longs, c'est bien, mais sauf si les personnes n'ont pas le niveau. Et dans ces cas-là, ça peut être un petit peu laborieux, un peu comme on a vu malheureusement, on va pas encore leur taper dessus, mais Liv Morgan et Shayna Baszler, ça aurait pu être plus court, hein, on s'en serait porté tout aussi bien. Ouais, mais tu vois, paradoxalement, enfin, j'ai bien compris que c'était pas forcément partagé, hein, mais le Gunther Sheamus avec 253 ATMI porté à un demi à l'heure. Variété, hein, Waouh! Waouh! Alors effectivement, c'était Steve, c'était ce qu'on voulait, mais quand même, quoi, quand même. Et ça, voilà, j'ai eu du mal à partir, et derrière, j'ai été réconcilié juste par le Riddle, Seth Rollins. Mais j'ai eu du mal à embarquer, voilà, sur le premier, qui était pourtant un énorme match. Hein. J'ai entendu les reviews qu'on a fait côté catch-up, et voilà, tout le monde était super emballé sur ce match-là. Voilà, j'ai pas forcément partagé, mais voilà. Sheamus Gunther, c'est quand même un style de catch plus proche de ce qui se fait au Japon ou en Europe, qui peut diviser, effectivement, qui peut pas plaire forcément à tout le monde, surtout aux habitués de la WWE, parce que c'est un autre type de catch, effectivement, avec des prises assez basiques, hein, au final, des atémies, des coups de pied dans la gueule. Ça se termine même sur une lariat, hein, tout simplement, comme ça se fait au Japon. Bon, ça reste mieux qu'Anathemi, quand même, parce que c'est mieux qu'Anathemi. T'as l'impression qu'il va décapiter Sheamus, c'est quand même mieux que je te fais une petite claque sur la poitrine et je suis mort, quoi. Ouais. Après, là, c'est Sheamus quand même. Même si ils avaient eu 1 heure de combat, je sais pas si on aurait jamais cru que Sheamus puisse se faire battre par un Anathemi, quoi, au final. Bon, moi, alors, autant la victoire de Roman Reigns, j'avais pas trop de surprise, et je trouve que c'est quand même logique qu'il reste champion. Là, pour l'instant, on est sur un truc historique avec Roman Reigns, donc autant continuer, même si c'est un peu dommage pour Drew McIntyre. Mais par contre, moi, j'aurais pas hésité à lâcher la ceinture intercontinentale à Sheamus. Je pense que ça aurait vraiment fait popper la foule à mort. Ça aurait donné peut-être ce petit cachet historique dans l'histoire de la WWE, peut-être qui manque à Clash at the Castle. Et je pense pas que ça aurait tant que ça diminué Gunther, qui aurait pu repartir, relancer un peu son personnage en partant à la recherche du titre à nouveau, d'avoir sa vengeance sur Sheamus. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler, puisque c'est pas terminé entre l'Irlandais et l'Autrichien. D'ailleurs, Clash at the Castle, hein, c'est au milieu de Clash at the Castle qu'on commence cet épisode de SmackDown, hein, pour lequel on est censé faire la review à la base, hein, quand même, je vous rappelle. Puisqu'on démarre sur un extrait du finish, hein, je crois même, entre Roman Reigns et Drew McIntyre, qui voyait l'intervention de Solo Sikoa, le 3e frère des Usos, qui a coûté le match à Drew McIntyre, tout simplement. Solo Sikoa, donc, qui vient d'NXT 2.0,
et qui fait son entrée dans le main roster par la grande porte, hein, puisqu'il vient carrément foutre en l'air le main event du plus gros show, du premier show en Europe depuis une trentaine d'années, hein, comme on l'a déjà dit. Donc ce soir, c'est annoncé, c'est l'intronisation de Solo Sikoa dans la Bloodline, le clan de Roman Reigns. Et on nous présente quand même le nouveau partenaire aux commentaires de Michael Cole, qui, pour remplacer Pat McAfee, qui est parti commenter le football universitaire américain, hein, je vous le donne en mille, nul autre que Corey Graves, l'habitué de Monday Night Raw, ancien catcheur de NXT, hein, à la retraite, hein, blessé un peu tôt dans sa carrière. C'est lui qui va reprendre les rênes des commentaires. Est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus sur Corey Graves? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que vous auriez préféré quelqu'un d'autre? Géliel, peut-être? Non, pas d'avis. Ça reste quand même. Je sais pas si on va vraiment sentir une grosse différence. On va voir. On va laisser le temps aux choses. Ouais, voilà, exactement. Litchi, peut-être quelque chose. T'es contente de l'arrivée de Corey Graves ou t'aurais préféré quelqu'un d'autre? T'avais peut-être pas réfléchi à tout ça, t'en fous peut-être. Non, oui, pas trop d'avis. Après, on verra si j'ai bien compris, ils disaient que c'était pour quelques mois, donc après c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas pris quelqu'un d'autre. Voilà, à la place, on verra. Voilà. Théoriquement, il doit revenir, hein, Pat McAfee, une fois qu'il a terminé son petit run du côté du football. Papy, toi, c'est une grosse déception, hein, je crois, Corey Graves, tu le détestes viscéralement, tu m'avais dit. Oui, je trouve que c'est un enfoiré, ce mec-là, donc je ne peux pas supporter cette décision qui est vraiment incompréhensible pour moi, alors qu'on avait des vrais talents. Et encore une fois, c'est la France d'en haut là, qui maîtrise le bas peuple et qui vient prendre toutes les positions avec des privilégiés qui bénéficient de places totalement indues. C'est vrai. Je sais pas si on n'est pas à la limite du complot même dans cette histoire. C'est une décision inique. Voilà. Bravo l'oligarchie. Et merci bien. En tout cas, on commence le show avec un 3 contre 3 qui découle directement de Clash at the Castle, que les réunifiés Imperium, le clan de Gunther, donc toujours notre champion intercontinental, hein, l'Autrichien, avec lui Ludwig Kaiser et l'homme qui revient de NXT, qui a enfin monté dans le main roster après, je sais pas, ça doit faire 15 ans qu'il est au Performance Center, l'Italien Giovanni Vinci, que vous connaissiez avant sous le nom de Fabian Eichner. Il avait changé de gimmick là récemment, une fois que Gunther et Kaiser étaient montés dans le main roster. Il avait eu un petit run solo à NXT 2.0 dans l'indifférence générale, évidemment. Et à l'occasion de Clash at the Castle, il est revenu intégrer Imperium. Hein. Il y a eu une petite brawl en début de match à Clash at the Castle. Et aujourd'hui, on règle les comptes puisque on affronte les Brawling Brutes, hein, donc Sheamus, le perdant magnifique de Clash at the Castle, et ses deux acolytes, Ridge Holland et Butch, a.k.a. Pete Dunne, hein, je vous rappelle, pour ceux qui auraient oublié. Et donc, on a un 3 contre 3 qui va durer 19 minutes, où ça va se foutre sur la gueule joyeusement d'un côté comme de l'autre, ça va dérouler à fond, et surtout, on va avoir une pop de Sheamus complètement incroyable. Il est over as fuck. C'est Hulk Hogan ce soir. Sheamus, les gens attendent le hot tag. Ils crient We want Sheamus, we want Sheamus. Sheamus en top babyface là. Il harangue la foule là. Il est fou à l'extérieur du ring en attendant le hot tag pendant que ses deux compères se font malmener par Imperium. Imperium qui revient avec sa musique originale, hein. Et son entrée originale. Donc là, on est vraiment revenu au Imperium de NXT. Et donc un match quand même, un gros match où les grosses prises en scène, les interventions, les near fall, en veux-tu, en voilà. Jusqu'à ce que finalement ce soit Imperium qui rafle la mise. Avec leur Imperial Bomb, hein, le finish sur le gros Ridge Holland pour la victoire. Voilà, victoire du clan autricho-allemand italien et le clan du Reich.
Voilà, le clan du Reich, hein, les nazis, hein, victoire des nazis, tout simplement. Voilà, on va faire les choses simples. Hein. Soyons clairs. On va essayer d'enlever, de mettre le contexte, tout ça, soyons clairs. Voilà, hein, c'est fini. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Et défaite à nouveau des Irlandais. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on a pensé de cette ouverture de show? Géliel, tiens, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Alors moi, la triple alliance contre la triple entente, j'ai vraiment bien aimé, très clairement. C'est parti, comme tu l'as dit, hein, vraiment à fond de ballon dans tous les sens. Ça s'est jamais vraiment arrêté et enfin moi j'ai vraiment adoré du début à la fin quoi. Et ça m'a en plus il y a eu pas mal de rappels, de redites avec on sentait que Sheamus se posait des questions et puis il y avait toute la construction autour du fait qu'il était effectivement attendu par la foule. Mais on l'a vu 2-3 fois hésiter où il se rappelait ce qui s'était passé, il y a eu du face-off de super qualité aussi encore. Alors moi j'ai adoré. Ça m'a lancé sur le SmackDown à toute vitesse et j'ai vraiment bien aimé quoi. Et puis Imperium triomphe, donc ça continue encore un petit peu le bon mood qu'ils ont en ce moment. Donc moi je suis j'ai été très entertainé par cette ouverture, par cet opener du SmackDown. C'est une faction qui gagne, Imperium, et qui met over Sheamus de manière assez incroyable. Je crois qu'il était même étonné de sa popularité là ce soir, parce que on l'a pas vu aussi over depuis, je sais pas, 10 ans au moins peut-être. Même si avec The Bar, il était quand même assez populaire, mais là, c'est la première fois qu'on le voit en babyface. Foutre le feu au public comme ça. Letty, est-ce que tu as été convaincu par cet opener? Oui, pareil, très très convaincu. C'était vraiment un super match. Et je connaissais pas trop Imperium puisque ne suivant pas trop NXT, j'avais pas trop d'images en fait qui me revenaient forcément en tête. Mais franchement, j'ai vraiment envie de découvrir et je pense que dans les prochaines semaines, ça va donner de plus en plus de super matchs. Et je crois qu'il y a Extreme Rules qui arrive bientôt. Et pendant le match, je me disais, ces 6 là dans un match Extreme Rules, ça doit être un truc de fou, quoi. Et j'ai vraiment envie de voir ça. Donc j'espère que ça va partir de ce côté-là. C'est très très diverti aussi et hâte de connaître la suite. Ouais, ça nous rappelle les grandes heures de The Shield contre la Wyatt Family, ça, ce truc-là. Extreme Rules, ça peut faire des ravages, comme tu dis. Imperium qui marchait bien aussi à NXT, ils ont été champions tag. Fabian Aichner qui est un excellent, Giovanni Vinci, comme on l'appelle maintenant, excellent catcheur qui est là depuis le Cruiserweight Classic, hein, je crois. Il était. Moi, j'ai découvert sur ce match-là la première fois depuis son arrivée. Ouais, j'ai adoré quoi. Ce qu'il a fait était très très sympa. Il y avait un mélange de gros moves musculeux, plus alors ça sautait pas hyper haut, mais il y avait quand même des choses hyper plutôt athlétiques, plutôt techniques, plus des petits mouvements rapides. Enfin, j'ai trouvé hyper rapide. J'aime beaucoup les catcheurs qui sont capables d'aller vite, un peu la Matt Catmos qui est hyper rapide sur le ring et vraiment agréablement surpris. Je pense que ça a aussi contribué au fait que le match a été m'a beaucoup plu parce qu'il y avait ce truc que moi je découvrais, pas vous, hein, comme j'ai bien compris, mais moi je le découvrais et ça m'a vraiment beaucoup plu. Ouais, il est vraiment très très impressionnant dans le ring. Vinci, c'est un cruiser qui est passé heavyweight un petit peu. Hein, il a pris de la masse musculaire tout le temps qu'il était au Performance Center là, donc maintenant il est totalement crédible dans le ring face à ses adversaires et je comprends pas qu'il l'ait gardé aussi longtemps à NXT puisque ça fait un bon moment qu'il est prêt quand même à monter dans le main roster. Je ne sais pas si tu es de ce même avis, Papy. Ah, plutôt pour Vinci plutôt. C'est un espèce de mini Césaros qu'elle a. Hein. C'est un mec qui est à la fois technique, puissant, qui peut te faire 2-3 moves aériens quand il veut. Et il fait partie de ces gars qui ont un rapport poids-puissance extrêmement favorable pour eux. Et pour moi, c'est un des plus forts en fait. Et ouais, c'est un peu étonnant qu'il soit le seul qui était laissé en bas. Alors peut-être parce que t'as un déficit de personnalité, parce que pour le coup, un peu à la Cesaro, dès qu'il catch pas, tu sais pas quoi lui faire hormis avoir juste un visage fermé. Et là, en l'occurrence, c'est main derrière le dos. Donc voilà, c'est un excellent catcheur. Je pense que là-dessus, on n'a pas perdu trop au change avec son arrivée. On peut être de 6 excellents catcheurs. Je pense que comme Ridgeland est comme loin des 5 autres.
Ouais. On l'a vu plusieurs fois, c'est vraiment pas, il sait pas faire grand chose dans le ring, ce gars-là. En plus, il a pas du tout de pop non plus. Forcément, c'est un mec que personne connaît et qui a pas de passif. Même à NXT, il n'y a pas de passif, quoi. Parce que le peu qu'il a fait, avoir blessé Big E, c'est tout ce qu'il Voilà, il a blessé Big E. À NXT, il s'est cassé le tibia. Enfin, il a pas fait grand chose, quoi, finalement. Il avait pas aussi blessé Ricochet Ah non, c'est Ricochet qui l'avait blessé, hein, c'est ça? C'est Ricochet qui est blessé. Ouais. Il blesse ou il se blesse. Au choix. Il est toujours dans les histoires de blessures, Ridge Holland. Donc c'est pas foufou. Mais bon, effectivement, pour revenir sur Sheamus, pour moi, c'est lui qui permet aussi à ce segment d'être fou, en fait, parce que le match en lui-même, il aurait été bon, mais alors 18 minutes avec les 5 même plus quelqu'un d'autre que Sheamus, je pense que le public aura plongé, quoi. Là, au moins, avec Sheamus, ça te permet d'avoir le feu en permanence. Il te fait le rôle de Dorton avec Riddle, finalement. Hein. C'est exactement ce que j'ai pensé, exactement. Il est tellement populaire. En fait, c'est parce que le public, il a envie de se raccrocher quand même au mec qu'il a aimé dans le passé, quoi. Et des mecs comme Sheamus, il a jamais déçu Sheamus, tu vois. Voilà, c'est ça. Ça fait comme 15 ans maintenant qu'il est à Sheamus au plus haut niveau. Ça fait plaisir de le voir, quoi. Je souhaite à chacun des 5 autres de faire 15 ans à WWE. Hein. Je pense que ce sera compliqué, mais bon, je leur souhaite. Donc voilà, donc c'est un peu un super héros qui vient aider les autres et puis il fait bénéficier de sa pop. Les autres, ils en profitent pour dérouler leur catch et puis ils sont pas maladroits. Donc c'est effectivement un gros segment d'ouverture. Hein. Et j'ai l'impression que les coups d'assommoir de Sheamus là sur la poitrine, ils font super mal, hein, parce que les petits Européens, ils avaient du mal à tenir le coup, hein, que ce soit Gunther ou Kaiser, quand ils se prennent une dizaine de coups, et on voit qu'ils ont du mal à résister quand même. Il frappe vraiment là, puis Kaiser il en a pris 25, donc. Je pense qu'il passe un sale quart d'heure quand même. On fait tout un cas des atémies de Gunther, mais je crois que les coups d'assommoir de Sheamus, ça doit être encore plus douloureux. Les muscles doivent frémir. Mais bon, en tout cas, juste pour finir comme petite pensée, comme pour une vieille dame qui se retournait dans sa tombe en voyant les nazis vaincre les Britanniques. Voilà, c'est dur, mais ça devait arriver. Exactement. La reine Elisabeth II est décédée. D'ailleurs, on va dédier cette émission à la reine Elisabeth II. Ah bah oui, non, mais il attendait, je pense. Hein. Mais oui, exactement. Je crois que Charles III écoute, hein, justement, pour justement être sûr qu'on fera bien cet hommage. On le salue, Chuck. King Charles. Voilà, une petite larme pour la reine Elisabeth. Voilà, hein, chaque chose doit se terminer un jour. Mais passons aux choses sérieuses, puisque c'est dans les vestiaires on retrouve Sami Zayn et les Usos qui reçoivent Solo Sikoa. Donc comme d'habitude, Sami Zayn hein, qui vient interférer dans l'histoire en disant à Solo Sikoa qu'il peut compter sur lui et tout ça. Jay, ça lui plaît pas, hein, il l'engueule en lui disant que c'est bon, on sait qu'il peut compter sur ses amis. Etc. Et après, ils vont carrément aller au ring, hein, tous, pour l'intronisation de Solo Sikoa. Donc Solo Sikoa, il explique hein, tout simplement que quand on embête sa famille, lui, il est là pour régler les comptes. Si on cherche les ennuis, lui, il les termine. Et qu'il est là pour rester pour un bon moment. Et il y a la musique de Drew McIntyre qui retentit. C'est Drew McIntyre évidemment qui débarque, qui vient avec une chaise. Alors les autres ils quittent le ring, mais Solo Sikoa lui il veut s'imposer, donc il reste dans le ring, il se jette sur McIntyre quand il essaye de monter dans le ring et il se prend direct un coup de chaise dans les tripes hein, évidemment. Donc il va se faire passer à tabac par McIntyre, mais heureusement le sauveur Sami Zayn s'interpose, c'est lui qui se prend le coup de chaise. Solo Sikoa profite pour se sauver, les Usos aussi. Mais McIntyre lance un dernier défi à Solo. Il lui dit « Je te veux ce soir. J'en ai rien à foutre. » Sikoa relève le challenge et on aura en main event Solo Sikoa contre Drew McIntyre ce soir. Donc Solo Sikoa qui débarque d'NXT 2.0 direct dans le grand bain. En main event ce soir et l'histoire de la Bloodline qui continue avec Sami Zayn et nos amis les Usos, toujours cette tension entre Sami Zayn et Jey Uso. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça, Letty? Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée du Uso peroxydé?
ça peut être pas mal pour relancer un peu l'histoire, puisque bon, je trouve qu'il joue bien le truc quand même entre les Usos, Sami, voilà, Kevin, on sait pas trop, voilà, qui depuis quelques semaines tourne un peu autour. Mais après, voilà, il faut voir ce que ça va donner, et puis ça permet au moins d'occuper un peu, en l'absence du champion, il faut bien trouver quelque chose en fait. Donc voilà, mais non, je pense que c'est une bonne idée. Après, ça permettra de voir un peu d'autres matchs et puis de mettre un peu de nouveauté dans toute cette histoire. Hein. Ouais, autre chose que des matchs des Usos en main event. C'est ça. Et Sami Zayn, ouais, la question c'est est-ce que Sami Zayn il catch de temps en temps, parce que c'est rare quand même. Mais bon, du coup, on a une nouvelle chair à canon pour occuper les main events de SmackDown avec Solo Sikoa. Papy, toi t'aimes bien Solo Sikoa, il me semble. Alors je l'aime bien, le peu que j'avais vu de lui à NXT c'était un qui t'avait plus convaincu. T'es très dur avec NXT en règle générale, mais c'était un de ceux qui avait grâce à tes yeux, ce me semble. Oui, parce que le truc, il avait un style totalement compatible main roster, je trouvais, avec un truc un peu impactant, puis une vraie gueule, quoi. Ça joue toujours, quoi. Un mec qui tu sens, il vient à la baston. Alors, je me faisais la réflexion en les voyant avec Sami que du coup il y a une vraie gueule, mais d'autre côté il a un peu la même attitude que Jey Uso, c'est-à-dire le mec pas content. Donc du coup ça fait un peu redondant. Faudra voir comment il trouvera pour se détacher dans le futur, parce que c'est vrai qu'on avait les deux Uso qui étaient en deux faces d'une même pièce avec le Uso rigolard Jimmy et le Uso vénère Jey. Là on a un troisième, alors c'est pas un Uso, c'est un Solo, un Sikoa. Mais qui est vénère aussi, quoi. Donc, il faudra peut-être qu'il trouve un moyen de se distinguer autrement. Concernant son arrivée dans la Bloodline, ça me semble logique. De toute façon, à partir du moment où il avait intégré les rangs de la WWE, c'était un peu compliqué de ne pas être un membre de la famille dans la Bloodline, vu que c'est comme le principe même du clan. Personnellement, je reste persuadé que la bonne idée pour incorporer dans ce clan-là, ça aurait été une certaine Naomi à l'époque, histoire d'un petit touche féminine, et qui aurait pour le coup apporté un peu de changement dans ce clan-là. Mais bon, je ne vais pas cracher sur les débuts de Solo qui rejoint la famille. Ouais, c'est plutôt un bon déroulé, une bonne exécution. Solo Sikoa qui a donc il ressemble au Uso, hein, il a les cheveux peroxydés et il a un gimmick très proche de Samoa Joe. Oui, c'est ça, c'est très Samoa Joe dans l'esprit. Hein. Il vient avec la serviette sur la tête, il est en mode, il a quasiment le même look que Samoa Joe. Et il a la réputation d'être comme Samoa. Excuse-moi de te couper. Il a la réputation d'être finalement ce que Eman avait commencé à faire avec Samoa Joe. De dire c'est le Samoan rejeté, celui qui a vécu dans la rue, etc. C'était un peu le personnage qu'avait essayé de créer Eman pour Samoa Joe, quoi. Donc c'est marrant qu'au final ce soit un vrai cousin qui récupère cette gimmick là. Ouais, le street champ, le champion de la rue. Géliel, toi, t'es convaincu par ses débuts, et puis Sami Zayn et les Usos là, toujours, c'est top ça quand même, non? Alors, par les débuts de Solo Sikoa, oui. L'arrivée samedi dernier, pour Clash at the Castle était quand même assez surprenante, parce que, moi, ne connaissant pas du tout ce côté NXT, si j'avais vu effectivement qu'il était arrivé, mais je savais pas qui c'était. Donc oui, ça plutôt, ça a amené un angle intéressant samedi. Forcément là, il est intronisé officiellement avec l'ensemble de la Bloodline, etc., etc. Donc ça va bien. Après, je suis un peu plus mesuré par rapport à ce qu'on verra par la suite, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Et sinon, concernant ce pauvre Sami Zayn, moi, je trouve que ça devient un poil gênant, un poil long. Ah ouais. Ouais. Dur, parce que là, il est. C'est longuet, quoi. C'est longuet que là, il est un peu en lèche-bot de toute la team, mais ça fait 2 mois que Jimmy avait déjà la même attitude, où il n'était pas content quand il le voyait. Je trouve que ça n'avance pas assez vite. Voilà. Et du coup, je sais toujours pas où est-ce qu'ils veulent aller, quoi. À un moment, ils vont peut-être tous se retourner contre lui péter la tronche. On sent bien que c'est gênant, parce que
Il en fait trop. Enfin, on en reparlera aussi après, mais il y en a un peu trop. Et puis, enfin voilà, je trouve que ça traîne un peu en longueur. Je trouve que l'angle était génial. Maintenant que ça part vers autre chose, notamment avec l'arrivée du dernier frangin, je pense qu'on aurait peut-être dû finir ça avant d'attaquer cette suite-là, mais on va voir. Voilà. Je trouve ça un peu long, pour ma part. Après, c'était de la solution justement pour sortir de Sami, d'avoir un nouveau protecteur pour la Bloodline et se rendre compte que Sami ne sert plus à rien en fait. Oui, mais ça pourrait. Ouais. La pirouette. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a un gros projet pour Sami Zayn quand même derrière. Je pense qu'il y aura un gros payoff de cette histoire. Enfin, je vois bien prendre le titre, par exemple, tag des Usos, par exemple, aussi, de Kevin Owens ou de en faisant le quelqu'un pin d'autre. sur G. Ouais. Un truc comme ça. Hein. Je pense que ça va se retourner avec un face turn de Sami Zayn et puis on va le faire partir dans le. Il aura son petit run en main event, je pense. Hein. Il a quand même bien mangé effectivement pour ça. Et alors juste revenir un tout petit truc par rapport à ce que tu disais aussi, c'est par rapport à Naomi. Moi, j'étais aussi, vraiment fan de l'idée derrière tout ça. En plus, le timing n'était pas parfait, n'empêche que ça aurait pu matcher vachement bien avec, par exemple, le Judgment Day, quoi, qui a aussi une faction avec aussi un membre féminin. Là, il y avait quand même des trucs hyper sympas à écrire dans la foulée, quoi. Ouais. Bon, ça c'est pas fait pour le moment, et puis je pense que le moment est un peu passé, peut-être. On verra. Je sais pas, hein, je pense que le Judgment Day, moi, c'est fait pour durer. Hein. Je pense que le gros projet de Judgment Day, c'est Rhea Ripley. Et que tout doucement, on va monter vers des choses. Ils vont être de plus en plus présents et ça va monter en puissance, mais que ça va prendre le temps. À mon avis, ils sont là pour un bon moment, hein, Judgment Day. Parce que ça peut être sympa d'avoir. Ouais, non, mais vas-y, pardon, fini. Ouais, non, comme tu dis, un clash peut-être Judgment Day Bloodline. Ouais, tu vois, avec comme c'est annoncé depuis un certain temps, avec un Roman Reigns qui se mettrait un petit peu en retrait. Donc, il y aurait 3 plus 1 versus 3 plus 1. Là, et puis ça commence à être sympa avec globalement, hormis Dominique, des bons catcheurs. Ouais. Et donc voilà, ça peut être vraiment sympa. Ça peut être vraiment sympa. Et puis ça peut se raconter sur des mois, quoi, en plus, ce truc. Ah ouais, puis ça ferait du pognon, ça. Non, c'est. Je pense que tous les projets qu'on a là, c'est des trucs qui vont durer un moment et qui place doucement ses pions, hein, Triple H. Hein, mais non, je suis plutôt optimiste sur le. J'ai du mal à enterrer des factions ou des programmes comme ça rapidement. On a bien vu là avec Dominique Mysterio que des trucs qu'on attendait depuis des mois, qu'on pensait que le train était passé, ça finit quand même par arriver et ça fonctionne, quoi. Donc on revient à un temps où on prend notre temps, et c'est peut-être pas plus mal. La suite des opérations. Je sais que vous aimez bien. On arrive dans le fameux ventre mou de SmackDown, hein, auquel on a droit toutes les semaines. Puisque en action ce soir, vos championnes tag team, Raquel Rodriguez et Alia, qui affrontent contre toute attente Toxic Attraction, Gigi Dolin et Jessie Jane, qui avaient participé, vous vous souvenez, au tournoi tag team. Et puis elles s'étaient blessées, donc elles avaient gagné leur match, mais elles s'étaient blessées, donc on avait dû les remplacer par un match de la dernière chance là. D'ailleurs, je crois qu'elles avaient battu Raquel et Rodriguez et Alia, non? Non, elles devaient affronter Raquel et Alia en finale. Elles devaient les affronter, enfin c'était un bordel sans nom. Elles ont droit à une deuxième chance, hein, Gigi Dolin et Jessie Jane. Elles affrontent Raquel Rodriguez donc, et Alia, les championnes que je ne peux plus voir en peinture. Alia qui se lâche complètement, hein, elle tape les fesses elle met des petites fessées comme ça à Raquel Rodriguez quand elle rentre sur le ring, elle lui fait des bisous après le match, parce qu'évidemment elles ont gagné, hein. Toxic Attraction a perdu malgré une belle prestation. 4 minutes 59 de match, elles ont eu droit aussi à une petite vignette, hein, Toxic Attraction, où elles ont dit que des choses pas forcément intéressantes. J'ai noté qu'on présentait Gigi Dolin comme quelqu'un qui était anti-establishment. Voilà, donc c'est des rebelles, mais elles ont aucun intérêt si Mandy Rose n'est pas là. Hein. Donc voilà, victoire des gentils après la powerbomb habituelle de Raquel Rodriguez. Il y a quand même eu un spear d'Alia qui n'a pas été complètement inutile comparé aux autres matchs. Hein. Il y avait Toxic Attraction qui allait tenter une double souplesse sur Raquel Rodriguez.
et Alia est venue intervenir avec un spear. Et puis après, powerbomb, victoire. Voilà. Letty, je t'ai senti fébrile pendant la description. Qu'est-ce que tu as pensé de cette performance de nos championnes? Non, enfin, ça reste comme d'habitude, quoi. Enfin, la division féminine de SmackDown, c'est vraiment pas ça. J'aimerais bien pouvoir les défendre, mais elles me facilitent pas le boulot parce que franchement, C'est pas ça. je trouve rien, enfin pas grand chose de positif en fait là-dedans. Puis Alia, je peux plus quoi. Voilà, elle est insupportable. Enfin, j'arrive pas, je le supporte pas. Et voilà, enfin en gros, pas grand chose à dire de plus. On verra si elle se trouve des adversaires sérieuses ou pas pour les titres. Mais là, voilà, pas emballé en tout cas. Pas emballé. Les Toxic Attractions, t'as un avis peut-être, ou elles t'ont pas convaincu plus que ça, leur gimmick, leur personnalité, ou est-ce que tu les as pris comme deux jobbeuses bon, parce qu'elles ont un passif, elles sont anciennes championnes NXT quand même, quoi. Hein. Mais c'est sûr que si t'as pas suivi NXT, je sais pas. Oui, voilà, j'ai pas suivi. Donc moi, enfin, ça doit faire le deuxième match, hormis celui du tournoi où je les vois. Bon, après, je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais peut-être plus sur la longueur, quoi, pas en débarquant une fois de temps en temps pour faire un match et puis repartir pendant 3 semaines, quoi. Ouais, elles faisaient Mais jobbeuse il y a de luxe, peut-être hein. quelque chose. Ouais. Ok. Gélial, est-ce que ça te trouve grâce à tes yeux, cette division féminine? Pas vraiment, hein. Non. Pas vraiment, Merde. non. Non. Mais non, c'est une catastrophe. Une catastrophe. En plus, Alia en sous Liv Morgan, c'est compliqué. Ça porte, enfin les coups paraissent encore moins portés, encore moins puissants. Il n'y a pas d'envergure. Effectivement, elle caresse les fesses de Raquel Rodriguez. Je pense qu'il y en a peu qui pourraient y arriver de leur vivant. Mais sinon, non, c'est une catastrophe. Et moi, ce qui m'embête le plus, c'est plutôt pour Raquel Rodriguez qui était arrivée dans une espèce de tonnerre. Pour devenir the next big thing féminin, quoi, et qui se retrouve avec la plus mauvaise des mauvaises en tag team. Alors, ok, elle a eu le titre. Bon, ok, donc là, la case est cochée, pas de problème. Mais sinon, c'est inintéressant au possible. Inintéressant au possible. En plus, l'adversité est quand même. Je comprends qu'on ait voulu refaire le truc qui n'avait pas pu être fait à l'époque, pas de problème, mais non, franchement, j'ai trouvé ça très, très, très mauvais, et puis je suis hyper déçu pour la pauvre Raquel Rodriguez, voilà. Okay, ouais. On n'est peut-être pas obligé de les avoir toutes les semaines et à toutes les émissions, hein, les championnes tag team. Faut tourner de temps en temps pour faire bouche-trou, hein, mais là ça fait beaucoup quand même. Alors par contre, toi, Papy, tu m'avais dit que c'était une surprise, mais quel beau match. Ah oui, quel beau match, quelle magnifique représentation de la division tag team, de la division féminine en fait de SmackDown, j'ai envie de dire. Comme tu as dit, on est entré dans le ventre mou et on est bien entré à les 2 pieds dedans. Ça porte bonheur, il paraît. Hein. Voilà. Mais voilà. Non, mais c'est pas bon, mais je ne sais que dire en fait. On va chercher Toxic Attraction à NXT pour dépanner, parce qu'en plus ils ont plus assez de filles pour faire le nombre. Ouais. Toxic Attraction, c'est des filles qui. Alors franchement, quand elles sont arrivées, alors moi, leur début, je m'en souviens parce que je regardais encore un peu NXT à l'époque, et c'est deux filles qui ressemblaient à rien et puis qui mine de rien avec ce groupe-là et Mandy surtout, ont réussi un peu à sortir du lot. Elles marchent vachement bien avec le public à NXT. Par contre, je trouve qu'elles sont encore assez green dans le ring. Elles botchent à peu près 90% des moves. Surtout Gigi Dolin. Ouais, voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Donc ça fait penser un peu à quoi la pauvre Shotzi là, qui veut bien faire mais qui en met un peu partout. Bah là, les Toxic Attraction, c'est un peu le même esprit, quoi. C'est des filles qui veulent bien en faire mais qui. C'est un peu le même. Comment dire, le même background, hein, c'est deux anciennes de l'indie qui ont peut-être pas appris les bonnes bases et puis qui galèrent un petit peu pour entrer dans le moule WWE. Voilà, donc bon, voilà. Après voilà, la question c'est est-ce que tu te dis je laisse NXT tant qu'elles apprennent, tant qu'elles n'ont pas le niveau, ou est-ce que je les monte au niveau pour qu'elles apprennent plus vite? Après le problème c'est que SmackDown, le niveau il y en a pas, quoi. C'est faible. On parlait de Raquel et de
Et de l'autre Alia, là, c'est... Je ne sais que dire. Raquel, moi, je ne comprends pas qu'on la fasse sourire bêtement comme ça depuis son arrivée dans le main roster. Je trouve ça insupportable. Elle est plus je la jolie voyais quand tellement... tu souris, hein, c'est pour ça. Oui, mais bon, elle est pas là pour être jolie, elle est là pour... je sais pas. C'est le catch, c'est pas Miss France, quoi. Moi, je la verrais tellement île destructrice. Même avec Alia, d'ailleurs, ça marcherait peut-être bien comme ça, hein, d'avoir une fille qui sait pas catcher, qui se fait défendre par une grosse brute. Ouais. Mais là, non, il faudrait qu'elle détruise Alia. Je pense qu'elle détruise Alia, j'en sais rien, mais qu'elle fasse quelque chose, quoi. Mais bon, c'est pas dramatique, mais pas loin, quoi, de regarder ce genre de segment. Mais ce qui est drôle, et je vais te lancer pour la suite, c'est que, ils ont réussi à faire pire ensuite. C'est ça qui est bon. C'est ça. Parce qu'on parlait du manque de niveau de SmackDown, mais on va pouvoir vérifier ça. Hein. On a des preuves à ce sujet. Alors, un petit vidéo package nous rappelle que la semaine dernière, Ronda Rousey a placé Adam Pearce, hein, l'officiel de la WWE, dans le armbar, et que Rousey allait recevoir une punition. Mais d'abord, il y a des investigations pour savoir qu'est-ce qui s'est passé behind the scenes, comme on dit aux États-Unis. Bon, vu que tout ça s'est passé en live devant les caméras, je sais pas trop qu'est-ce qu'ils veulent, sur quoi ils veulent enquêter. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, gagner du temps. Donc, bon, en fait, hein, ils se sont rendus compte que tout ça n'était pas très cohérent. Mais c'est pas grave, il y a un tapis, on peut tout mettre ça en dessous. Donc, ce soir, on a un Fatal 5-Way, figurez-vous, par élimination, pour déterminer une nouvelle challenger ou challengeuse, je sais pas comment on dit, au titre de championne de SmackDown. Hein. Je crois pas qu'on a de championne indisputée à la WWE. Non, bah non. Et oui, c'est pour aller affronter Liv Morgan, hein, tout simplement, parce que j'avais oublié qu'il y avait une championne. Mais oui, c'est bien Liv Morgan qui est d'ailleurs qui va assister au match du haut des travées, hein, sur le balcon VIP, où elle mange du popcorn et elle boit des boissons gazeuses. Pas vraiment une position de babyface, hein, là-dessus. L'alignement est un peu bizarre, mais bon. Et donc, ce Fatal 5-Way, il implique la crème de la crème, hein, puisque là, c'est quand même pour déterminer qui va aller affronter la championne. Donc, on a Lacey Evans, la patriote qui a tourné heel, comme on dit, qui est méchante maintenant. Elle ne fait pas le salut au public, elle tape pas dans les mains. La chinoise Xia Li, qu'on avait oublié, mais qui est toujours là. Elle a toujours un joli chapeau. Natalia, l'autoproclamée GOAT du catch féminin. Boat, pardon. Le bateau. Et évidemment Sonia Deville, hein, sans qui on n'aurait jamais... un match ne serait jamais complet. Hein. Et bien sûr Ronda Rousey, surtout, qui donc va avoir sa revanche. Donc un Fatal 5-Way, ça 5, ça dure moins de 5 minutes, 4 minutes 32. Où Ronda Rousey va éliminer, je crois assez rapidement Natalia qui s'est pris la Woman's Right dans la face, donc Ronda Rousey va la placer ensuite dans son armbar. Natalia va abandonner. Après on a Sonia Deville qui se rappelle qu'elle avait un gimmick MMA quand elle avait débarqué, donc du coup elle joue aussi les prises de soumission et chacune de leur côté. Donc d'un côté Ronda prend Lacey Evans dans son armbar, Sonia aussi fait une soumission à Xia Li, donc les deux elles abandonnent, Xia Li et Lacey Evans, et après on a un face à face entre Ronda Rousey et Sonia Deville. On se croirait à l'UFC, c'est un truc de fou. Jusqu'à ce que Ronda Rousey place son Piper Spit, hein, sur Sonia Deville, et puis après elle va lui tenter un armbar, puis elle change d'avis, elle fait plutôt un ankle lock, sûrement parce qu'elle avait oublié le déroulé du match. Et puis c'est l'abandon de Sonia Deville dans un match absolument ignoble. Voilà, on touche le fond. Alors Lacey Evans, Xia Li, Natalia, Sonia Deville, merci bien. Ronda Rousey, c'est toujours aussi pathétique en weekly. Je ne sais plus où on habite, je ne sais plus qui on est. Liv Morgan dans les travées qui se pavanent comme la dernière des heels. Voilà, moi personnellement, je suis complètement dépité. Mais peut-être que toi, Papy, tu vas sauver les choses. Je te laisse la parole. Salaud, c'est lui qui commence. Oui. On peut y aller là, on peut parler ou pas là? Tu m'as dit que tu étais venu exprès pour ça, alors vas-y. Hein.
Non, mais en plus, ouais, voilà, ouais, en antenne, je disais, je sais pas, SmackDown, je le sens pas cette semaine et tout. Puis, non, j'ai besoin de dire des choses sur les filles, là. J'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de vider mon sac, là. Non, mais c'est quoi cette merde, là, encore une fois, là, les filles, là. Alors, Fatal 5-Way par Elimination. Déjà, par Elimination. Donc, le but, c'est d'éliminer des filles. Donc déjà, étape numéro 1, elles sont 4 contre Ronda Rousey. Elles prennent le dessus, qu'est-ce qu'elles le font? Elles la virent du ring. Et voilà, c'est génie. Ensuite, on commence le combat, on commence à faire des tombées. Non, je brise les tombées, le but c'est de pas éliminer mes copines. Et donc voilà, elles ont passé leur temps à briser les tombées, à pousser les gens hors du ring. Et au final, bah voilà, ça fait ce finish dégueulasse avec Ronda. Alors, je crois qu'elle se plante en faisant son premier Pepper Pit, elle se casse la gueule. Ouais, elle prend une deuxième fois. Toutes les prises ont été botchées, hein, je crois. Tout a été raté, n'en jetez plus, c'est une catastrophe. Elle se trompe de finish et vas-y, je te fais la clé. Ah, maintenant, c'est pas la clé de bras, c'est vrai, c'était le Uncle Lock. Aïe, 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 aïe. C'est tout ce qu'on aime de la division féminine résumé en 4 minutes. Bravo, belle performance. Non, mais franchement, je ne comprends pas comment on peut les envoyer au feu comme ça avec des idées aussi stupides. Et tu sais, à un moment, je regardais le match et je me disais, non, mais c'est moi qui n'ai pas compris les règles, en fait. Il y a plus d'histoire d'élimination. Bah, si, Natalia se fait éliminer. En plus, elle prend le woman's right et Ronda vire les Evans. Non, c'est pas toi qui fais le tomber. Je vais faire ma soumission derrière. Mais non, mais arrêtez. Voilà, je suis déjà à bout de souffle, mais c'est parce que je vais en laisser à mes petits copains pour dire du mal aussi des divisions féminines. Voilà, j'en profite juste pour vous annoncer quand même que du coup, on a un match qui est booké pour Extreme Rules, le prochain Premium Live Event de la WWE. Liv Morgan, votre championne, contre Ronda Rousey, évidemment. Il y aura une petite scène après où Ronda croise Shayna Baszler. Voilà, et où elle dit tu vas la voir ta vengeance, ou un truc dans le genre. Après que Shayna Baszler l'ait félicité pour sa victoire. Donc c'est pas fini avec Shayna Baszler. Letty, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Je crois que tout a été dit. Hein. Le match d'avant était déjà pas top, mais là elles ont fait encore pire. Enfin voilà, dès l'affiche de toute façon, on se doutait que ça allait pas donner quelque chose de top, mais entre les prises à moitié ratées dans la plupart du temps, la double élimination, on n'en parle même pas. Et enfin voilà quoi, on a Liv Morgan qui se cache là-bas au-dessus parce que on sait jamais, il faudrait pas risquer de venir pour essayer d'avoir peut-être une interaction. Non, c'est trop compliqué. Voilà, c'est une fois de plus, à chaque fois que je regarde SmackDown, je me dis allez, peut-être que je vais enfin réussir à pouvoir défendre les filles. Et ben en fait non. Non, ce sera pas pour cette semaine. Ce sera encore pas pour cette fois. Voilà, le seul truc qu'on peut laisser, je trouve, pas aux catcheuses mais aux bookers, c'est que ils ont arrêté de faire des matchs contenders contre les championnes. C'est déjà pas si mal. Oui. C'est le seul point positif que j'ai trouvé à ce match. Bravo, t'as creusé mais t'as trouvé. Bravo. Ouais. Voilà. Bravo. J'en ai trouvé un quand même malgré tout. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Le fond du fond. Quoi. On a évité un First Contenders match entre Liv Morgan et Ronda Rousey, c'est déjà bien. Bon, Géliel, toi, le grand défendeur de Liv Morgan, tu vas bien nous sauver quelque chose dans cette histoire. Liv déjà, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Est-ce qu'on peut on peut pas la considérer comme responsable de cet échec quand même. Franchement, ce serait quand même très méchant. Ce serait de mauvaise foi. Oui, ce serait d'extrême mauvaise foi. Non, mais c'est une catastrophe, quoi. Une catastrophe. Enfin, en plus, tout était écrit à l'avance, quoi. On vient de c'est le fond du fait tout. Ouais, ils auraient mieux fait de lui donner le match directement. Juste un tout petit truc, quand même, pour sauver le truc. Il y a quand même eu un moment quand il y a eu plus que Sonya Deville et Ronda Rousey qui étaient dans le ring. Il y a eu un tout petit moment, un éclair de 15-20 secondes où elles se sont envoyées, où Sonya, je l'ai trouvé assez stiff aussi à balancer les trucs. Et pendant 15-20 secondes, il y a eu un truc qui était agréable à regarder. Enfin, j'ai trouvé. Pas beaucoup plus, ni avant ni après, mais il y a eu ce truc-là. Et ça s'est vite arrêté derrière. Je pense qu'il y avait peut-être quand même moyen de faire un peu plus que ce qu'on a vu, quoi.
Et voilà, bon bah écoute, sinon bah non, voilà, la pauvre Liv qui était là-haut, non, on n'a pas compris pourquoi elle était là-haut, on ne sait pas pourquoi, on ne comprend rien, ça n'a aucun intérêt, c'est nul du début à la fin. Effectivement, faut arrêter là. Là, faut vraiment arrêter. Et puis en plus, par contre, j'ai trouvé aussi un autre point positif. Ronda Rousey n'a absolument rien dit, et ça c'est quand même pas mal. Dès qu'elle se tait, ça devient un peu plus sympa. Donc, est-ce que c'est un bon signe? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est notable. Ouais, voilà, catastrophique. Catastrophique. Je crois qu'elle a quand même insulté un spectateur dans le public, mais je peux pas être sûr à 100%. C'est pas parce qu'il se foutait de sa gueule parce qu'elle perdait son soutif, l'ami Ronda. Ouais, qui a passé comme aussi la moitié du match à se rhabiller. Elle est toujours en train de remettre son short là, ou truc comme ça. Ouais. Alors là, c'était son haut là qu'elle a remis. Et je crois qu'elle a un petit souci de taille de vêtements parce que là, elle a eu un gros souci et elle a passé son temps avec une main en train de masquer certains de ses attributs. En fait, c'est assez compliqué pour elle ce match-là. Ouais, faut acheter des fringues. Et alors juste un dernier petit truc, facteur aggravant, c'est qu'on sortait d'un truc catastrophique, on nous retombe sur un autre truc encore pire, et là je trouve que pour la division féminine, il aurait mieux valu peut-être un truc avec un autre match qui permettait d'oublier un peu, parce que là on se rend compte que là il y en a 5 plus 4 irrécupérables, et c'est très compliqué quoi. C'est le tunnel du catch féminin de SmackDown. Enchaîner les deux, effectivement, c'est pas très malin, parce que ça fait encore plus ressortir, comme tu dis, la faiblesse du roster. Et là, on a vu qu'on avait un paquet de personnes qui sont pas au niveau. Donc voilà, on attend avec impatience le retour de Sasha Banks, de Charlotte et de Naomi aussi, quelque part, qui, même si elle n'est pas au même niveau, est quand même bien meilleure que tout ce qu'on a vu là. Donc voilà, on attend. On va quand même devoir se taper un Ronda Rousey, Liv Morgan encore. Donc, merci bien. Mais je sens que ça va pas se finir avec ces deux-là. Là. Et Adam Pearce n'a pas eu son dernier mot. Ouais. Allez, on va croiser les doigts. Bon, après, on redresse la barre, puisqu'on va dans les vestiaires avec les Usos et Sami Zayn. Donc, et puis aussi Solo Sikoa, qui remercie Sami Zayn de l'avoir aidé. Jake gueule encore une fois en disant que il y a pas que Sami Zayn qui est là pour Solo, et puis d'ailleurs ils vont tous aller au ring, parce qu'au départ Solo Sikoa il veut aller tout seul affronter Drew McIntyre, mais finalement Jay tape du poing sur la table, et puis comme il veut pas que Sami Zayn interfère, il dit tout le monde y va, tout le monde va aider Solo dans le main event. Donc Solo il sera pas trop solo, mais c'est pas grave. Allez, on retourne sur les tag teams, mais cette fois masculines, puisqu'on a un 4 contre 4. D'un côté, Los Lotarios, nos amis mexicains, nos petits chouchous, les Maximum Male Models, toujours accompagnés de Max et Maxine Dupree. Et ils affrontent les gentils, entre guillemets, parce qu'en vrai, on les aime pas beaucoup, Hitro et les Street Profits, qui, à défaut d'avoir autre chose à faire, viennent ici. Et on a un match où tout ça part un peu dans tous les sens. On a finalement, après que, encore une fois, Ojo Jokin s'est fait le spectacle, on a Top Dollar et Ashante Adonis, donc les gars de Hitro, qui vont placer leur finisher sur, je crois, le pauvre Mansour Mansour plutôt, qui est magnifique. Il est habillé comme ma femme, Mansour, avec un petit short rose là, du plus bel effet. Très transparent, très transparent. Elle était jalouse, elle a débarqué pendant que je regardais ce match-là. Elle m'a dit, il est habillé comme moi, lui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors que Hitro, ils sont plus habillés comme les livreurs de Picard. Mais bon. On a ce qu'on mérite. Donc victoire des gentils. Il y a eu quand même une intervention à un moment donné de Maxine Dupree, qui s'est un peu battue avec Bifab, la rakia de Hitro. Et il y a même ce pauvre Max Dupree qui s'est pris un coup de pied par le gros Top Dollar. Voilà, mais bon, au final, c'est Hitro qui gagne le match. Et donc les Street Profits aussi. Quel scandale, cette défaite des Maximum Male Models. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ça, Letty? C'était un match. Bon, après, on sait que c'est de la low card, mais
Après, je trouve qu'ils sont quand même assez divertissants. Enfin, moi, j'aime Ouais. bien voilà, la petite équipe entre les Maximum Models et les Lotarios. Je me dis, voilà, pourquoi pas, ça occupe. Et puis, j'aime bien les petites mimiques, les petits trucs qu'ils font pendant le match. C'était sympa, je trouve. Et puis, ça permet de passer le temps. Et puis, en plus, le match n'était pas si mal que ça, en plus. Enfin, Non, c'est très sympa. j'ai bien aimé ce match. Et non, c'était sympa. Ça permet de relativiser un peu tout ce qu'on venait de voir avant. Ça fait du bien. Ouais. Voilà, Même si j'aime pas Itro principalement parce qu'ils ont fait un rap dans une émission, donc ça ils c'est sont ça. blacklistés pendant un moment, donc je continuerai à les insulter dans les semaines qui viennent. C'est quand même assez propre ce qu'ils ont fait dans le ring. Oui, oui, oui. Et puis pareil pour les Mexicains. Bon, les Street Profits. Moi, je trouve que c'est dommage que les Street Profits, quand même, ils se retrouvent dans cette configuration-là parce qu'ils étaient montés tellement haut face aux Usos que. Puis on voit qu'ils sont quand même un level au-dessus, les Street Profits. C'est un peu ça le souci, je trouve, au niveau des tag teams, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de mid-card, en fait. C'est soit contre les Usos, soit la low-card. Il n'y a pas d'intermédiaire, à SmackDown en tout cas. Ouais. Donc forcément, si t'es pas contre les Usos, t'es le haut de la carte, C'est t'es le ça. bas de la carte, t'es C'est un peu ça. les losers, donc c'est difficile de les Ouais. prendre au sérieux. Donc c'est parfait quand t'es les maximum male models, puisque t'es pas fait pour être pris au sérieux. Donc forcément, on les kiffe. Par contre, Itro, ça va être plus difficile, puisque ils ont aucun mérite à battre des mecs comme les maximum male models, à part à nous énerver. Mais bon, les Street Profits, va falloir réussir à en faire quelque chose parce qu'ils sont quand même assez incroyables dans le ring. Dawkins en ce moment c'est le feu aussi. Papy, où on en est avec nos maximum male models préférés? Bah, ils continuent leur petit bonhomme de chemin dans la low card. C'est vrai que les Street Profits sont un peu perdus dans ce match-là parce que quand tu vois le niveau des trois autres équipes, il n'y en a aucune qui peut espérer viser plus haut que la low card. En tout cas, je leur souhaite pas. Et les Maximum Male Models et surtout les Itro, je ne veux pas aller voir plus haut que la low card. Los Lotarios, je pense qu'ils ont déjà eu leur chance, donc ça sera compliqué de les ressortir. Ils vont passer leur vie à faire le coup des petits Mexicains sympas. Mais bon, voilà, c'est une petite respiration là, après la longue souffrance des femmes. Je pense qu'il faut vraiment qu'ils se concentrent sur un petit peu de catch, beaucoup de segments marrants, puis voilà, eux, c'est pas à eux qu'il faut donner 15 minutes par semaine, quoi. Sinon, on va vite se faire chier, quoi. Ouais, il faut. De toute façon, toutes ces équipes-là, on les repackagera, on refera des trucs quand les ceintures seront divisées et qu'on aura, il y aura une raison pour laquelle se battre plutôt que de faire des petites chamailleries. Géliel, toi, t'as toujours eu un peu de mal avec les maximum male models, non? Exactement. Et d'ailleurs, je maintiens que je suis pas, j'ai pas compris les gimmicks. Enfin, j'adhère pas forcément au truc. Après, ça permet de raconter des histoires. Et ce que j'ai bien aimé en fait dans ce match-là, au final, parce que je l'ai vraiment trouvé sympa, c'est que du coup, ça bougeait de partout, quoi. Et c'est aussi ça qui est cool, quoi. Ça tapait dans le ring, ça tapait en dehors du ring. On a vu effectivement Dawkins qui maintenant fait du high fly dans tous les sens. Et il a vraiment franchi un cap, c'est vraiment super sympa. Sympa aussi de voir les Itro associés au Street Profit, donc pas forcément chez Canon puisqu'ils viennent d'arriver, ils font la victoire, voilà, c'est très bien, ça permet de construire un peu le truc. Non, moi j'ai bien aimé, ça a sauté de partout. Je suis moins attentif à ce qui s'écrit parce que là il y avait à peu près rien qui s'écrivait. Donc j'ai juste profité du spectacle. Enfin voilà, moi j'ai bien aimé, j'en attendais vraiment que dalle. Donc je suis pas déçu. Et à voir pour la suite, mais j'aimerais. Enfin, il y a deux choses. Un, effectivement, ça permet d'occuper quand même pas mal de monde. C'est 4-4, ça permet toujours d'avoir des matchs. Et on l'a vu le match aussi avec le 3-3. Avec Imperium en opener, ça fait quand même des matchs qui bougent, quoi. Et ça fait quand même des trucs où on s'emmerde pas, quoi. Donc ça, c'est quand même un gros point. Et puis deux, quand on voit des équipes comme ça, double tag team qui s'affrontent comme ça, ça rappelle quand même aussi que effectivement les Usos ont les deux ceintures et que ça sclérose carrément la division tag team parce que du coup
il y a pas, et en plus ils ne la défendent, ils la défendent que contre les Street Profits, ils l'ont fait 27 fois. Du coup, ça a pas mal verrouillé. Il n'y a pas de championnat qui permettrait de se dire, on va prendre la meilleure tag team pour aller défier les Usos, etc. Ça sclérose un peu le truc. Donc, il faudrait aussi que ça se termine cette histoire de double tag team pour les Usos, parce que je trouve que ça restreint les histoires qu'on peut créer derrière, ou en tout cas ils n'arrivent pas à trouver un angle qui permet de raconter quelque chose côté WWE pour avancer, quoi, pour passer à la suite. Ouais. Ils ont tenté un tag team, un match à 4 éliminatoires pour déterminer des nouveaux challengers, mais ça a été tué dans l'œuf par Braun Strowman. Écoutez notre review de Monday Night Raw pour tout savoir, notre super SmackDown, où on review le Go Home Show de Clash at the Castle SmackDown et aussi Monday Night Raw. Et on vous parle du retour de Braun Strowman, qui est annoncé aussi ce soir à SmackDown. D'ailleurs, ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y avait pas les Viking Raiders dans ce Fatal 4-Way, alors qu'ils ont battu 10 fois de suite le New Day. C'est quand même bizarre. On nous annonce d'ailleurs qu'il y aura un nouveau Fatal 4-Way. Il sera refait, ce match-là. Alors j'espère que les Viking Raiders vont interférer pour faire valoir leurs droits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Papy, t'avais parlé sur ce segment ou pas? Oui, je parlais, ouais. Mais effectivement, je rebondis sur ce que tu dis sur les Viking Raiders. On parlait tout à l'heure qu'il n'y ait pas de mid-card de tag team. Justement, les Viking Raiders, l'air de rien, ils auraient dû être cette mid-card tag team, en fait, après la petite rivalité avec les New Day, mais non. Ouais, non, pas de suivi là. Alors je sais pas. On va voir ce qui se passe dans les semaines qui viennent. Est-ce que c'est quelque chose qui est tombé dans l'oubli? Est-ce qu'on va repartir sur quelque chose? On verra bien pour les Viking Raiders. En tout cas, pour l'instant, on reste dans les tag teams puisque c'est l'Alpha Academy qui débarque et justement, ils viennent gueuler parce que leur chance d'arriver à avoir un title shot pour des titres indisputés ont été mis à sac par le retour de Braun Strowman, le monstre parmi les hommes, donc qui est revenu à Raw après avoir retourné une bagnole. Il est venu détruire toutes les tag teams. Chad Gable se fout un peu de la gueule de la ville, etc. Jusqu'à ce que, évidemment, Braun Strowman débarque, un hurlement, il arrive au ring, Gable envoie Otis attaquer Strowman. Donc Strowman, il est dans le contrôle, il remet une grosse lariat sur Otis, mais ils sont à deux quand même contre lui, donc il prendra un petit peu le dessus, mais pas trop, puisque Strowman va tout de suite les remettre au pas, et il va enchaîner une powerbomb sur Gable, et aussi une powerbomb, ça c'est encore plus impressionnant, sur Otis. Grosse pop, voilà, la foule est debout pour le retour de Strowman le monstrueux en grande forme, et donc apparemment qui sera dans le roster de SmackDown. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Mon bon Géliel, est-ce que tu es heureux du retour de Strowman? Retour surprise à Raw quand même. Je suis aussi heureux que j'étais triste de le voir partir. Ouais, on est d'accord. Franchement, il a toute sa place ici. Il a le tampon WWE, quoi. C'est vraiment le type de catcheur qu'il faut à la WWE. Oui. Je sais pas trop ce qu'ils vont lui écrire, mais j'adore la manière dont il a dégommé lundi tout le monde et puis qu'il a recontinué là. La powerbomb sur Otis, je l'aurais pas tenté, moi. Faut bien quand même l'avouer. C'est pas fait mal au dos. Non, mais je pense que Otis a pas dû être souvent soulevé comme ça pour être balancé sur une powerbomb. Faudrait revoir, mais je suis pas sûr que ça lui soit arrivé souvent. Non, donc pour le moment, on rappelle qui est Braun Strowman à ceux qui éventuellement auraient oublié, même si ça fait pas longtemps qu'il est parti. Donc moi, ça m'a bien plu. Segment court, à sens unique, avec Gable toujours un peu drôle et qui est bien dans son rôle aussi là. Non, j'ai bien aimé le moment et puis j'ai hâte surtout de voir où va partir, dans quelle direction va partir Braun Strowman désormais. Ouais, on est chaud pour le retour de Braun Strowman. On est bouillant. Je vois que Roman Reigns en ligne de mire pour ce bon Braun. Letty, toi, t'es heureuse du retour de Braun?
Oui, pareil. Je suis très contente de le voir revenir. J'avais pas compris pourquoi il l'avait libéré déjà de base. Mais non, c'est bien. En plus, les 2 segments qu'il a eu, que ce soit à Raw ou là à SmackDown, ça lui permet de montrer que voilà, il est de retour, qu'il est toujours puissant, qu'il fait toujours des dégâts. Et gare à celui qui va se mettre sur son chemin. Et effectivement, on verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines, mais à part Roman, je vois pas où il pourrait aller par la suite. Mais c'est très bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé son retour et puis le voir fracasser Chad Gable, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Mais ouais. Bah, il va peut-être détruire la division tag team qui a pas de ligne de mire en ce moment pendant un moment, on ne sait pas. Bravo, Monsieur Strowman. Papy, toi, enchanté par ce retour? Eh bien, je vais être le seul à apporter un bémol. Moi, pas trop en fait. Alors pas tant pour le retour en fait. On est quand même content qu'il soit là. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est une superstar de plus qui avait un personnage qui marchait plutôt bien avec la foule. Donc c'est toujours bien d'avoir des gens qui fassent réagir la foule dans le roster. Par contre, là, le segment à SmackDown, excusez-moi, le mec il arrive en disant ah vous allez voir, je vais débarquer à SmackDown, je vais tout péter. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il s'attaque à Otis et Chad Gable quoi. C'est eux qui l'ont cherché. Cheap, là. Il y avait plus que ça. Justement, raison de plus, c'est eux qui l'ont cherché. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu, il sait pas ce qu'il avait fait en fait. Il est venu, il s'est dit faisait. Oui, voilà. C'est idiot quoi. C'était les intentions qu'il a jamais eues. Il attendait 5 minutes de plus. Il avait le main event là. Qu'est-ce qui lui prend d'attaquer les low carders? Donc alors la première fois il avait tabassé la tag team. Bon, je me dis bon, c'est Braun Strowman, ok, on va montrer qu'il est fort que 8 gars d'un coup. Très bien. Et puis là, tu lui montres qu'il est plus fort que 2 gars d'un coup. Donc, il y avait Otis quand même. La semaine prochaine. Ouais, super. Ok, ouais, il y avait Otis. La semaine prochaine, il battra je sais pas qui, moi, Hornswoggle à lui tout seul, ou Reggie. Puis voilà quoi. Okay. À quoi sert Braun Strowman? À quoi sert Braun Strowman? Il est revenu à la WWE pour taper des low carders. Ah bah, bravo. C'est une belle ambition ça, monsieur. Vous irez loin dans la vie. Non, mais tu vas voir. Il va faire des étincelles. C'est le nouvel Hulk Hogan. On n'a pas compris encore, mais il va se teindre en blond. Ça va être super. Bon, et ben voilà. Tu nous as douché là avec ta critique de Strowman. Ça ne va pas du tout. On est morose, un peu comme Drew McIntyre qui se fait interviewer dans les backstage. Il nous rappelle que il aurait dû être champion à Clash at the Castle et qu'il va avoir sa revanche sur Solo Sikoa qui lui a coûté le titre. Pas plus tard que tout de suite, puisque c'est votre main event, 10 minutes de 25 de match entre Drew McIntyre et donc le rookie Solo Sikoa. Pour vous la faire rapide, Solo Sikoa, il catch comme les Usos. C'est des super kicks, des coups de fesses dans le ring, des Samoan drop. En veux-tu, en voilà. Il s'est plutôt bien défendu d'ailleurs Solo Sikoa face à McIntyre, mais évidemment, il n'a pas le niveau. McIntyre va lui placer, je crois, le Claymore, mais malgré les interventions des Usos, McIntyre a quand même le dessus. Qui c'est qui débarque et alors là, j'ai cru que j'avais un problème à la télévision. Parce que ça part en noir et blanc, l'image. On comprend pas pourquoi. Et c'est Karrion Kross qui est là et qui est monté dans le ring. Il a attaqué McIntyre par derrière, comme un lâche. Il lui porte la cross jacket, là. Sa prise de soumission. Il y a, tenez-vous bien, il y a Scarlett qui est là aussi dans le ring. Ça lui fait de l'effet quand Karrion Kross il porte sa prise sur McIntyre. Et donc McIntyre va finir par s'évanouir sous la prise de Karrion Kross et on aura un joli fondu au noir du plus bel effet pour terminer le show. Voilà, donc l'intervention de Karrion Kross, le premier match dans le main roster de Solo Sikoa. McIntyre, ça va de mal en pire pour lui, le chemin de croix. Les Usos toujours là pour intervenir. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce main event? Qu'est-ce qu'on a pensé de cette rivalité qui se crée là entre Karrion Kross et McIntyre sous nos yeux et cet effet visuel des plus déconcertants quand même, ce passage au noir et blanc comme ça lors de l'attaque de Karrion Kross. Letty, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu as pensé de ce main event?
suis pas hyper convaincue. C'est le match. Ouais, c'est un peu bizarre en fait. Bon, le match en lui-même était pas si mal que ça. Non, effectivement, je connaissais pas du tout, comme c'est ce que je disais tout à l'heure, ne suivant pas NXT, du coup c'est pareil, Solo Sikoa, je le découvre là. Effectivement, un mini Uso, en fait, c'est exactement les mêmes prises. Bon, après, c'est sympa aussi. Pas mal d'interventions, donc ça a permis au moins de mettre un peu d'ambiance, on va dire, dans le match. Les Street Profits, qui débarquent pour aider. J'ai oublié d'en parler. Les Street Profits aussi sont venus. Voilà, pour aider un peu Drew. Bon, pourquoi pas. Après, bon, ce qui me fait un peu peur, c'est que Uso Street Profits, on l'a déjà vu. Ce serait bien que ce soit une autre équipe qui vienne éventuellement pour les titres, qu'on reparte pas encore pour 2 mois là-dessus. Enfin, j'espère. Et la fin, bon, après Karrion Kross qui vient, pourquoi pas. Après, le côté fondu noir et blanc, machin, je suis vraiment pas fan. Ouais. Et je sais pas, j'ai trouvé que c'était une fin très très bizarre en fait. Je suis pas convaincue. C'était vraiment étrange. Ouais, Karrion Kross, c'est borderline déjà pour que ça fonctionne. Alors si on tente des trucs un peu style du noir et blanc, enfin des effets comme ça qu'ils font, ça va être chaud parce que ça vire assez rapidement au kitsch. C'est ça. Hein, on est d'accord. Ouais. Voilà, puis Scarlett à côté, bon, pourquoi pas. Je sais pas, c'était très très bizarre. Oh, Scarlett, ça fait plaisir, ça. Géliel, toi, t'es content d'avoir l'arrivée de Scarlett? Oui, non, ça, je pense que Scarlett, il n'y a pas de. Non, faut laisser sa chance. Il n'y a pas de souci. Oui, c'était d'ailleurs un des rares. Non, pour ma part, alors on va revenir sur le match Drew McIntyre et Solo Sikoa. Enfin, il y a quelque chose qui m'a gêné, c'est le fait que, enfin, pour moi, ça a duré trop longtemps. C'est-à-dire que quand on a Drew McIntyre qui était contre Roman Reigns la semaine d'avant. S'il est sur ce niveau de match-là, il doit le plier Solo Sikoa, pour moi. Et là, je trouve qu'il a beaucoup trop lutté. Alors évidemment, c'était le premier match, il fallait pas non plus que ce soit un squash, quoi, évidemment, mais je trouve qu'il a trop lutté. Voilà, pour moi. Après, l'arrivée de comment il s'appelle, merde, l'autre. Karrion Kross. Karrion Kross, oui, j'étais parti sur Black. De Karrion Kross, ouais, pourquoi pas. Il y avait déjà eu un premier truc la semaine dernière aussi. On voit où ça va partir. Pourquoi pas. Maintenant la fin avec le passage au noir et puis on sent qu'il manquait 1 minute en fait au show, quoi. Ils ont coupé, tout le monde était, enfin c'était pas fini, quoi. Je crois qu'il y avait encore le commentateur. Enfin moi non. Dans la version que j'ai vue, c'était pas fini en fait, quoi. Et ils ont coupé là-dessus. C'était un peu tôt, quoi. Donc le final, j'ai pas été ultra fan pour le positionnement par rapport à Drew, qui va pas. Et puis l'histoire, elle est en train de, enfin, elle se met en place avec Solo et dans le même temps, il y a Karrion Kross qui arrive, plus la fondue, plus la fin trop courte. Ouais, les idées étaient peut-être pas mauvaises, mais j'ai trouvé que la mise en place et la réalisation de tout ça, c'était pas top, quoi. Vraiment, vraiment pas top, quoi. Donc ça m'a laissé un goût inachevé, surtout de me dire, qu'est-ce qui s'est passé, problème technique. Ouais, c'était même carrément, ça m'a sorti du truc, plutôt que de dire, et là, ils sont en train de nous monter quelque chose de génial, quoi. Voilà, donc un peu déçu de ce final pour tout ça. Ouais, on termine sur une fausse note un peu. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé, moi, de cette fin? Moi, j'en ai pensé un peu comme vous. Hein. Je suis pas convaincu de l'effet fondu, grisâtre, tout le bordel là qui nous ont foutu. Alors, je sais pas si j'étais de mauvaise humeur de la deuxième partie de show avec qui m'a chauffé les oreilles avec les filles puis Braun Strowman, mais j'ai pas non plus apprécié le main event. J'ai trouvé que ça rendait pas du tout l'effet gris déjà. Je trouve que c'est une mauvaise idée. Les effets surnaturels, je veux bien. On en a parlé sur le Discord. Moi, les effets surnaturels, ça me dérange pas. À la limite, c'est le grand théâtre du catch. On admet que des choses bizarres peuvent se passer. Mais un truc qui se passe uniquement à l'écran, j'arrive pas à le comprendre en fait. Et je me dis, l'effet gris que tu verras pas dans la salle, ça marchera jamais en fait, parce que du coup, le public, il va jamais se dire, oh là, d'un coup, tout est devenu gris. Qu'est-ce qui se passe? Bah non, il le voit pas. Et puis la fin du show, GL, tu te posais la question s'ils avaient coupé avant ou coupé après ou je sais pas quoi.
je pense qu'ils ont voulu faire un effet, encore une fois, avec un fond du noir qui finalement était commenté par les commentateurs en disant « Oh là là, Drew est en train de perdre connaissance. Puis en fait, c'était tout foireux parce que c'était mal foutu. Donc, je sais que Ringside en parle souvent du fait que Triple H se fait des petits kiffs en termes de montage, en termes de mise en scène, etc. Mais là, j'ai trouvé ça particulièrement cheap et je pense que ce genre de truc, c'est peut-être bien sur NXT où tu peux remonter derrière. Mais alors, en live, franchement, c'est risqué et je ne suis pas certain que ça apporte quoi que ce soit, en fait. Je sais pas si Ringside nous a rejoint pour me dire que j'ai totalement tort. Tu as raison. Totalement tort. Vas-y, dis. Non, c'est bon. Non, pas du tout. Tu as tout à fait raison. Effectivement, là, on tombe dans les expérimentations de Triple H qui, comme tu le dis, quand tu peux le remonter après, quand c'est des émissions enregistrées, ça va bien. Mais quand tu t'es foiré en direct, tu t'es foiré en direct. Et il a l'air d'avoir pas mal d'idées à la con comme ça pour Karrion Kross dans le futur. Donc attention quand même, monsieur Triple H. Ça aurait été fait par Vince McMahon. Il y aurait une pluie de merde sur les réseaux sociaux, sur ce finish-là. Mais il a encore une espèce de période d'état de grâce là pour le moment. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est l'état de grâce pour Triple H, donc il peut faire toutes les conneries qu'il veut. Pour l'instant, ça fonctionne et puis on aime bien quand même dans le catch les trucs qui merdent complètement. C'est pas le monopole de Vince McMahon. Si vous regardez Dynamite toutes les semaines, vous avez des trucs comme ça. Ils ont l'habitude de faire de la merde. Ouais. Des expérimentations à la con. Donc ça termine sur une fausse note, mais en même temps, c'est kitsch, c'est rigolo. On n'est pas trop triste quand même. On sera là lundi pour Monday Night Raw, je pense. Oui, peut-être. Peut-être pas Papy. Il a peut-être autre chose à faire. Il passe quoi, des releases de Navarro sur la 2 ? Voilà, c'est ça, l'intégrale Navarro. Mais en plus, il n'y a pas de fond du noir dans Navarro, donc c'est comme bien plus regardable. C'est vrai, un peu de sérieux. C'est l'heure du mot de la fin, parce qu'on a quand même fait le tour du SmackDown. Flop, top et une note, tiens, pour changer. Géliel, vas-y, dis-nous tout. Alors, moi, je vais en laisser un peu pour les amis. Je mets mon flop à l'organisation et au séquencement des matchs, et notamment le trou d'air au milieu avec la période féminine. Donc, flop à la WWE et à Triple H. Sur ce truc-là, on va dire que c'est lui le responsable. C'est plus simple pour tout le monde. Donc voilà. Alors, mon top... je vais le mettre à l'opener avec le match 3 contre 3 où franchement ça a bataillé, c'était bien Steve, j'ai découvert Vinci également là. Donc vraiment belle surprise, beaucoup d'énergie, il y a pas mal de choses en plus qui sont passées en dehors avec, comme je disais, avec Sheamus qui se posait des questions, on voyait qu'il se passait quelque chose quoi. Donc ça j'ai bien aimé aussi, le rappel au match précédent, fin de la semaine d'avant. Et puis finalement ça m'a quand même donné une dynamique suffisamment intéressante pour suivre le SmackDown jusqu'au bout, parce que si ça avait été foiré, plus le 2 matchs des filles derrière, alors là, je pense que je suis pas sûr que je serais peut-être allé au bout, quoi. Donc, en tout cas, voilà, mon top. Et puis, la note, à part un opener, le reste a été quand même pas terrible, donc je vais mettre en dessous de la moyenne pour une fois. Parce que moi qui suis quand même plutôt le bon public, et je vais mettre un 2. Voilà. 2. Simplement 2, comme dirait l'autre. Écoute, ça arrive, pas toujours avoir du grand SmackDown. Letty, honneur aux dames, qu'est-ce que tu vas mettre comme top, flop et note? Top, je pense que je vais rejoindre Géliel parce que c'est à peu près le seul match que j'ai trouvé vraiment top. Au niveau de l'opener, c'était vraiment bien écrit, il se passait plein de choses et j'ai imaginé plein de choses aussi pour la suite, en me disant jusqu'où ça peut aller, et je pense qu'il y a beaucoup à faire par la suite. Donc ça va aller au match à 6. Le flop, bonne question. Je vais laisser tout le monde qui se bouscule. C'est ça. Allez, je vais dire les champions principaux
tous les deux, que ce soit Roman ou Liv, parce qu'entre Roman absent, enfin voilà, il vient quand même de gagner un gros match. Bon, on sait qu'il, voilà, visiblement, il est plutôt part-timer. Enfin, ça a l'air d'être officialisé. Voilà, mais au moins, enfin voilà, t'as gagné un match il y a moins d'une semaine. Au moins, viens montrer ta tête, accueillir ton cousin. Enfin, je sais pas, viens faire quelque chose. Et puis Liv, voilà, qui se contente de se cacher là-bas au-dessus, comme une heal, alors qu'à la base, elle est pas censée. Enfin, elle est quand même censée être plutôt face, à moins qu'elle se décide. Ouais. À changer, mais enfin voilà, ça m'a un peu perturbée. Donc, on va dire le flop au champion. Et ma note, alors je pense que je vais peut-être pas être aussi sévère, mais ça mérite pas grand-chose. On va dire un petit 3. Un petit 3. Oh, c'est généreux quand même. Papy? Ouais, bah pour le top, je pense que on est parti on est sur la route du Grand Chelem pour l'opener qui était vraiment très très au-dessus du reste en fait, qui par contre le reste ne volait pas très haut. L'opener, qui, bon voilà, je vais pas dire tout ce qu'on s'est dit, mais qui était à la fois un plaisir de catch, mais aussi un plaisir d'ambiance, avec un Sheamus qui pour moi est tellement au-dessus du lot qu'il faut absolument qu'il te le foute à toutes les émissions maintenant, puis avec du temps d'antenne. Là, il nous faut du Sheamus. Mettez-y 14 cuillerées par truc. On veut que le public fasse Sheamus. On en veut quoi. Et économisez-le. Voilà. Enfin, à la fois économiser dans le ring pour que le public l'attende, mais à la fois montrez-le tout le temps. C'est ça. Le flop, le flop. Pour l'instant, personne n'a mis le 5-way elimination match. J'ai l'impression précisément. Et je vais pas le mettre non plus parce que je vais le laisser à ringside parce que moi je vais le mettre sur Braun Strowman parce que je sens que personne ne va lui donner. Et moi Braun il m'a saoulé là à faire un grand retour pour aller taper 2 low quart d'heure. Braun, enfin je sais pas moi même Karrion Kross qui fait rien, il s'attaquait à Drew McIntyre. Donc Braun, franchement tu es nul, Braun. Voilà, je te le dis. Le manque d'ambition. Manque d'ambition totale, voilà. En même temps, vu que il est avec en même temps, sa copine fait de la tag team avec Aliyah, donc quelque part, ils ont un certain couple qui veut vraiment pas taper haut, quoi. C'est le couple qui aime la low card. Et donc, et ma note, je vais réviser un peu ma note à l'issue de ce commentaire parce que j'aurais donné la moyenne, puis en fait, non, je me rends compte qu'il n'y a que l'opener qui m'a plu, le reste était vraiment trop moyen. Donc, je vais donner simplement 2,25 à ce show. 2,25. Je te rejoins. 2,25 aussi. L'opener, évidemment, recevra mon top. En particulier HMS, qui est incroyable. Voilà. Le grand chelem est là pour l'opener. Et le flop, ouais, le 5-way elimination, il pourrait gagner le flop si j'avais pas une détestation pour cette championne tag team là qui sont oh merde, qui me sortent par les yeux, donc je vais leur donner le flop. Et j'aurais pu aussi le donner à Hitro par pure méchanceté, mais non, c'est là la tag team, les championnes tag team là, je ne peux plus les voir. Et ouais, 2,25, c'était un peu moins bien que moyen. Moi j'aime bien ce qui se passe autour des Usos quand même, les interactions avec Sami Zayn, mais c'est ce fondu en noir et blanc là en fin de show, ça plombe aussi le ressenti qu'on a sur le show de cette semaine. Mais en tout cas, un grand chapeau, un gros coup de chapeau à Sheamus qui était incroyable ce soir. Donc voilà, comme tu le disais Papy, et puis on est tous d'accord là-dessus. On veut plus de Sheamus, on va aller le voir faire tomber Roman Reigns tout simplement. Voilà, merci. Voilà. Ah oui, quand même, d'accord. Voilà, hein. On va jusque-là. Je suis quelqu'un de mesuré. Oui, c'est ça. Jamais dans l'excès. Bon, voilà, on a réussi quand même à faire le tour de ce SmackDown. On vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast, hein, quand même. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, on est sur Facebook, on est sur Twitter, c'est @catchupcdc. On est aussi sur Instagram, même si Facebook et Instagram, je trouve que c'est la même chose maintenant. Mais c'est pas grave, vous nous trouvez aussi sur Discord, l'invitation est dans la description si vous voulez venir discuter avec nous. Mon bon papy, merci beaucoup d'être venu. Ben, merci à toi Ringside pour nous avoir fait un joli Fatal 4-Way où personne s'est éliminé, donc magnifique.
Ouais, même si j'ai bien failli passer par-dessus la troisième corde à un moment donné. Va passer loin. Ouais. Géliel, merci également de ta présence. C'était un plaisir de te retrouver. Merci Ringside. J'étais effectivement très content d'être parmi vous. En plus, ce Fatal 4 c'est assez rare sur des wikis, donc je suis très content. Voilà. Ouais, c'est parfait. On va essayer de garder le rythme. Letty, toujours un plaisir de te retrouver. Merci, c'est toujours un plaisir aussi d'être accueilli dans le studio. Et on espère te retrouver bientôt. Tout comme la fine équipe, hein, vous nous retrouverez très bientôt aussi pour les reviews de Monday Nitro. Si j'ai pas la grippe, peut-être que je vous ferai une review de All Out si j'arrive à le voir. Et peut-être de NXT Worlds Collide, mais c'est pas sûr, vous enflammez pas. Pour le reste, de toute façon, on se retrouve très bientôt pour Monday Nitro. Hein. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez pour la première fois. La petite cloche pour être averti dès que ça sort. Voilà, je crois que tout est dit. On se retrouve très bientôt, les amis. Vive le catch et à bientôt. Ciao, bye bye. Salut à tous. Salut à tous. Salut à tous, à bientôt. Ça faisait longtemps, j'ai eu du mal à rentrer dans mon slip, là, c'est fou ça. Quelqu'un lui l'avait trop chaud. C'est les effets de l'été caniculaire, peut-être.